retraite, en fait, j'ai beaucoup pratiqué dans le domaine de la retraite, puisque j'ai passé une grosse partie de ma carrière au ministère de l'écologie, et notamment dans le domaine de la retraite, pendant de longues années. Et l'autre partie de mon précaré, je dirais, eh bien, c'est la partie invalidité, maladie, etc. Donc finalement, eh bien, les personnes en situation de handicap étaient également dans mon giron. Donc le but aujourd'hui est bien de répondre un maximum à vos questions et à vos demandes, vous qui les côtoyez régulièrement. Voilà, tout simplement. Donc, Sophie, tu m'entends? Tu me dis quand je peux démarrer? Oui. C'est bon? Oui, ça y est, c'est parti. C'est parti. Donc, oui, le PowerPoint, juste, il nous demande si on aura le PowerPoint. Il n'y a pas de, voilà, t'as pas de, de restriction. Oui, bien sûr. Je partage sans problème. Alors, voici ce support. Donc, ce que j'ai voulu, c'est quelque chose de le plus pratique possible, avec un maximum de renseignements dans la manière, de la façon la plus synthétique possible. Donc là, on va voir un petit peu les droits à retraite de l'agent public en situation de handicap, avec au sommaire tout d'abord un petit avant-propos qui est important, je pense, parce qu'il est bien important de savoir comment situer, puisque chaque cas est différent. Ensuite, vous aurez les textes. Qu'est-ce que le compte individuel retraite, qui est très important, surtout pour anticiper. Quelques bribes d'informations sur les commissions de reconnaissance rétroactive au niveau du handicap. Ensuite, très rapidement, quel droit à retraite, avec un petit lexique de base pour comprendre certains termes que l'on voit passer régulièrement dans les documents retraite. Les premiers réflexes, quel est le tableau de l'âge légal à la retraite. Ensuite, on va parler de la retraite progressive, on va parler de l'invalidité, on va parler également de la retraite anticipée au titre de travailleur handicapé. Qu'est-ce qu'on met dans ces fameuses retraites de fonction publique? Qu'est-ce qu'on met? Quelle période? Pourquoi? Comment? Très rapidement également. Le calcul avec la formule magique et quelques modalités pratiques, notamment la synthèse des droits potentiels et des avantages. J'ai fait un petit tableau pour voir un petit peu ce qui est préférable. Et également, comment gérer, eh bien, lorsque vous recevez des agents, comment gérer leurs demandes, comment les identifier avec une espèce de un petit mémo à votre attention que vous pourrez développer à loisir. Donc, tout d'abord, effectivement, en avant-propos, les agents publics de la fonction publique ont de nombreux choix de départ en retraite, qu'ils soient valides ou pas, qu'ils soient en situation de handicap. Le défi, eh bien, c'est de les orienter le mieux possible en fonction de leur situation, mais aussi de leurs besoins ou de leurs désirs. Donc, la difficulté, elle vient de quoi? Elle vient de profils d'agents en situation de handicap très différents. Est-ce qu'ils sont rentrés dans la fonction publique avec ou sans leur handicap? Est-ce qu'ils l'ont acquis en cours de carrière? Quel est leur parcours professionnel? Est-ce qu'ils ont fait du privé auparavant et du public ou uniquement du public? Est-ce que ce sont peut-être des anciens militaires également qui ont une pension peut-être militaire d'invalidité? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Également, leur demande. Est-ce qu'ils veulent partir vraiment avant l'âge légal sur demande au titre du handicap ou par obligation parce que malheureusement leur état de santé le nécessite et là on pourrait s'orienter vers une pension d'invalidité? Est-ce que ça peut être également après l'âge légal, mais avec les droits d'une retraite au titre du handicap, ce qui est tout à fait possible? Est-ce qu'ils peuvent bénéficier de la retraite progressive et faire une espèce de cumul avec la retraite au titre du handicap? Est-ce qu'ils peuvent partir en limite d'âge, voire au-delà, même jusqu'à 70 ans? Donc, tout dépendra du profil, eh bien, des besoins et de l'état de santé de ces agents que vous recevrez, qui seront à chaque fois très différents. Mais dans tous les cas, ce qui est important, c'est qu'ils soient informés de toutes les possibilités qui s'ouvrent à eux, qu'ils ne pensent pas que ou ils partent que pour invalidité, ou ils ne peuvent partir que au titre du handicap ou autre. En fait, il faut qu'ils soient acteurs de leur retraite et qu'ils connaissent vraiment le pour et le contre et ce qui sera le mieux adapté à leurs besoins. Donc, au niveau du cadre général, je vous ai mis les deux textes essentiels. Lorsqu'on est fonctionnaire titulaire des trois fonctions publiques, l'application, c'est le Code des pensions civiles et militaires de retraite. Bien entendu, je ne l'ai pas mis là, mais couplé avec le Code général de la fonction publique, qui est en fait le texte de base, hein, la Bible de l'agent public en général, et qui existe depuis 2022, qui a regroupé les autres lois de fonction publique.
Si on est contractuel, même en CDI, on est toujours contractuel, on ne dépendra, même si on fait toute sa vie dans la fonction publique, on dépendra toujours du code sécurité sociale, comme si on était dans le privé, même si ça fait 30 ans qu'on est dans l'administration ou plus. Alors là, je vous ai fait une petite capture d'écran. Le paysage de la retraite en France, il faut savoir qu'actuellement, on a à peu près encore une trentaine de régimes de retraite différents, avec des modes de calcul différents. Il faut savoir qu'en général, il y a un régime de base, donc notamment pour les fonctionnaires, eh bien, ce sera le code des pensions anciennes de retraite, et un régime complémentaire pour les fonctionnaires, quels qu'ils soient, ce sera la retraite additionnelle qui existe depuis 2005. Dans le privé, il peut y avoir la MSA, il peut y avoir eh bien la CARSAT qui englobe tous les régimes privés, toutes les entreprises privées. Nous, on fait partie donc des régimes spéciaux en tant que fonctionnaires. Donc, les fonctionnaires, c'est le service retraite de l'État pour les fonctionnaires de l'État et sinon la CNRACL pour la fonction publique territoriale et hospitalière, avec éventuellement, s'il y a des ouvriers d'État ou ouvriers des parcs et ateliers, là, le fonds spécial, le fonds SPOI, comme on dit, fonds spécial pour les ouvriers d'État et industriels. Le régime additionnel concerne essentiellement le service de retraite de l'État et la CNRACL. C'est la retraite additionnelle de la fonction publique. Dans le privé, les régimes complémentaires, ça peut être Agir Carco, qui est regroupé, et l'IRCANTEC pour les contractuels en CDI ou les contractuels classiques. C'est l'IRCANTEC qui est le complémentaire de la fonction publique. Petite précision, Sylvie, pour la territoriale? Oui. Ils ont la retraite additionnelle et c'est la caisse le régime de base, c'est la CNRACL, Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. C'est pour l'hospitalière et la territoriale. Ça marche. Alors donc, en résumé, les fonctionnaires auront une retraite, donc une pension de retraite de la part du SRE pour ceux qui relèvent de la fonction publique d'État ou une pension de retraite de la part de la CNRACL pour les fonctionnaires hospitaliers territoriaux, avec une pension de la retraite additionnelle, la fameuse petite retraite additionnelle qui se rajoute en supplément, qui est la complémentaire des agents publics. Et les contractuels auront une pension de retraite de la part de l'assurance retraite, sécurité sociale, c'est-à-dire la CARSAT ou la CNAV, qui est la caisse nationale, et une retraite complémentaire de l'IRCANTEC pour leur carrière dans la fonction publique. Tout ce qui est du privé, ce sera CARSAT plus Agir Carco éventuellement. Si jamais, imaginons que des agents ont travaillé, je ne sais pas moi, dans la Banque de France, dans un cabinet notarial ou autre, il y a des caisses vraiment spécifiques qui leur sont dédiées et avec des complémentaires également qui leur sont dédiés. Je n'ai pas développé à ce propos, mais dans tous les cas, le cadre général des retraites, là, il faut s'adresser aux caisses particulières. Là, on va se focaliser surtout sur la fonction publique. Alors, très important, le compte individuel retraite tout au long de la vie professionnelle. Depuis la loi de réforme de 2003, eh bien, il a été établi le droit à toute personne, tout salarié, d'obtenir une information au fil de l'eau de sa future retraite et des droits qu'il acquiert au fil de sa carrière pour la retraite et avec régulièrement des relevés de carrière qui sont rectifiables. Il est évident que c'est très important, alors peut-être pas dès qu'on commence sa vie professionnelle, si on a travaillé pendant 2-3 ans et qu'on a 25 ans, la retraite paraît bien loin. Mais il est important au fil de l'eau de toujours vérifier le bien fondé et la validation des trimestres et des situations qui seront validées au moment de la retraite. Pourquoi ? Parce que parfois, si on arrive à l'âge de la retraite et qu'on commence à peine à s'en inquiéter, revenir 20 ou 30 ans auparavant, c'est beaucoup plus compliqué. Et ce qui fait qu'on peut arriver avec des pertes de période, des pertes de bulletins de salaire, des choses comme ça. Donc, ce compte individuel retraite, il faut vraiment sensibiliser tous les agents, y compris vous, n'importe quel agent public, sensibiliser pour que régulièrement, ils voient si tout est en ordre par rapport aux périodes effectuées dans la fonction publique ou même dans le privé. Donc, il est rectifiable. Je vais vous donner ensuite les coordonnées des caisses de retraite. Il y a, quand vous allez sur les sites qui sont précisés, notamment sur le site inforetraite.fr, il y a des vidéos explicatives, il y a vraiment tout ce qui s'est développé pour informer au mieux les salariés.
Le but, c'est que chaque salarié, chaque assuré soit acteur de sa future retraite, qu'il soit valide ou en situation de handicap, peu importe, quel que soit son âge, il doit être acteur et savoir ce qu'il a déjà validé au long de sa vie professionnelle. Possibilité également de simulation et d'estimation retraite disponible dès 45 ans. Ça, essentiellement pour des situations classiques, je dirais pour des retraites classiques. Tout ce qui va avoir un lien avec le handicap ou l'invalidité, les simulateurs ne fonctionnent pas. Et donc, il faudra peut-être se rapprocher des caisses de retraite ou du service de retraite de l'État ou de la CNRACL pour avoir peut-être une projection financière beaucoup plus fine. Mais dans un premier temps, simplement le fait de vérifier que les périodes sont bien prises en compte et notamment que des périodes de handicap sont bien validées dans ce compte annuel retraite parce que cela pourra avoir un impact tôt ou tard dans la future retraite, peut-être au titre du handicap. Donc, il faut toujours être à jour à ce niveau-là pour qu'à l'instant T, au moment où on décidera de partir potentiellement ou de demander une estimation, eh bien, il n'y aura pas de souci, on sortira directement le relevé de carrière qui sera à jour. Le compte retraite donc, est une aide précieuse à la compréhension de la situation et des droits à retraite, à condition qu'il sera à jour. Donc, la complétude de ce document est essentielle. C'est vraiment, et puis ça permet de savoir au jour le jour, ça rassure. C'est un peu comme un relevé de banque où tous les mois, alors on ne va pas faire ça tous les mois, mais où régulièrement, on sait où on en est dans son compte. Et bien là, c'est la même chose. C'est un compte dont on doit suivre le déroulement, une fois par an, une fois tous les 2-3 ans, mais en tout cas, il faut suivre, c'est très important. Donc, selon le statut, l'agent public… Il y a une question, tu veux bien? Oui, vas-y. Maladie pour plusieurs maladies. Longue durée. Est-ce qu'il y a un impact dessus? Je n'ai pas entendu, excusez-moi. Alors, elle dit… Enfin, on est en congé de maladie, en 2 ou 3 fois pour plusieurs sortes de maladies. Le fait d'avoir plusieurs congés de maladie avec des durées différentes. Oui, et donc? C'est quoi la question? Est-ce qu'il y a un impact sur la retraite? Pas sur la retraite normale, uniquement potentiellement sur une retraite au titre de la carrière longue. Au titre de la carrière longue, tu peux préciser parce que je crois qu'elle n'a pas compris. Oui, alors je n'ai pas mentionné la carrière longue. Vous avez des agents, notamment, ça peut être aussi des agents en situation de handicap, peu importe. Vous avez des agents qui ont commencé très tôt et qui remplissent certaines conditions pour partir plus tôt. En fait, c'est quelque chose qui existe depuis 2003 où on part au titre de la carrière longue parce qu'on a commencé très tôt et on voudrait partir plus tôt. Pourquoi pas? Seulement, il y a des conditions. Tout d'abord, des conditions à remplir pour qu'avant les 16, 17, 18 ou 21 ans, eh bien, on ait un certain nombre de 4 ou 5 trimestres dits cotisés, c'est-à-dire travailler avec un bulletin de salaire, puisqu'on a commencé tôt à travailler et donc à cotiser. Ensuite, partant de là, si on remplit cette première condition, ce premier palier, on va examiner la carrière de l'agent. Attention, là également, on va prendre un certain nombre de trimestres requis dans la carrière et la vie professionnelle de l'agent, mais ce sont des trimestres dits cotisés. Ce qui fait qu'on va enlever tout ce qui est bonification, qui sont des trimestres fictifs et donc qui concernent la Réunion. On va enlever tous les trimestres au-delà de 4 trimestres liés à la maladie, à l'accident. Également, on va écrêter au-delà de 4 trimestres tout ce qui est au titre du chômage. Ce qui fait qu'on va épurer tout cela pour le droit potentiel à partir avant l'âge légal. Donc, la carrière longue nécessite des conditions, et notamment si vous avez un agent qui est en congé longue maladie ou longue durée pendant 4 ans ou 5 ans, eh bien forcément, on va écrêter et on ne prendra à hauteur que 4 trimestres. Ce qui fait que ça risque de lui enlever 4, 5, 10 trimestres en moins par rapport au nombre de trimestres requis liés à sa date de naissance. On verra les tableaux tout à l'heure en durée d'assurance. Donc, la carrière longue nécessite des conditions particulières. Ok. Je ne l'ai pas évoqué là parce que c'est quelque chose qui est de moins en moins courant
déjà pour les valides et pour les personnes en situation de handicap, je n'ai jamais vu en fait. Parce que malheureusement, parfois, ils ont des congés maladie qui vont leur faire baisser le nombre de trimestres requis et au niveau de l'écrêtement. Pour l'alimentation du CIR, si on s'aperçoit qu'il y a une erreur, on veut vers l'employeur. Pour l'alimentation du CIR, si on voit qu'il y a des erreurs, est-ce qu'on doit revenir un petit peu en arrière, c'est ça? Alors, s'il y a des erreurs, justement, il faut s'adresser à ces sites. Voilà, selon le statut, il pourra accéder à ces sites-là. Donc, au niveau de tous les assurés, c'est le site Info Retraite qui, finalement, est un résumé qui reprend tous les autres sites possibles et tous les autres régimes de retraite. Pour les titulaires de la fonction publique d'État, si on voit des erreurs, on va sur le site de l'ENSA. Si vraiment c'est une erreur au niveau de la fonction publique. Pour les titulaires fonction publique territoriale hospitalière, vous avez Ma Retraite Publique Caisse des dépôts. Pour les ouvriers d'État, vous avez le fonds spécial. Pour les contractuels, c'est l'assurance-retraite.fr. Bien entendu, il est important, donc je crois que je le mentionne juste après. Hop. Voilà. Il faut savoir que tous les 5 ans, les CIR d'une génération précise sont prioritaires, c'est-à-dire une espèce de mise à jour tous les 5 ans, ce qui fait que tous les 5 ans, toutes les générations passent, puisque actuellement, par exemple, on est en 2025, là, ce sont les générations dont les chiffres finissent par 5 ou 0. Et donc, cette année, par exemple, les années 65, 70, 75, 80, 85, etc., donc ces années-là sont prioritaires pour mettre à jour les comptes individuels retraite, les CIR. Ce qui fait que si l'agent constate des erreurs au niveau de sa carrière, au niveau de sa reconnaissance RQTH ou autre, eh bien, il sera prioritaire pour une mise à jour et devra fournir à la caisse de retraite concernée, il devra fournir les justificatifs pour cette prise en compte. Attention, lorsqu'il s'agit du régime général, c'est-à-dire des services faits dans le privé, ce sont les bulletins de salaire qui feront foi. En revanche, si ce sont des problèmes liés à la carrière fonction publique, quelle qu'elle soit, il faudra joindre à ce moment-là les justificatifs, ce seront les arrêtés, les décisions administratives, etc. Le bulletin de salaire pour la fonction publique n'a aucun intérêt. Ce sont vraiment les arrêtés, les décisions. S'il y a une erreur au niveau du temps partiel ou autre, là, ce sont les arrêtés. Si en revanche, c'est pour valider des périodes en situation de handicap, il faudra joindre les justificatifs qui permettent de prendre en compte cette période dans le compte individuel retraite. Pardon. Est-ce que c'est la dernière fonction publique que l'on occupe ou celle où il y a l'erreur? Est-ce que c'est la dernière fonction publique? Tu as entendu? Est-ce que c'est la dernière fonction publique dans laquelle on était qui, Par exemple, quand on a fait plus... Bonjour Sylvie, Stéphanie Gourmand, PLFRH. Lorsque l'on est né dans une fonction publique et que l'erreur est dans une autre fonction publique précédente, est-ce qu'on s'adresse à la fonction publique à laquelle on est ou est-ce qu'on s'adresse à l'autre? Non, alors si on a intégré, par exemple, on était à la FPT, on a intégré à la FPE, on était à la FPH, on va dans la FPT, la dernière fonction publique va récupérer la carrière de l'agent public titulaire, va le récupérer, c'est la dernière fonction publique, celle par laquelle on appartient maintenant, la nouvelle administration, qui récupère le compte individuel retraite et donc qui récupère la carrière et qui effectuera la correction. Il n'y a pas, par exemple, si on a fait de la territoriale hospitalière et de l'État, en dernier lieu, il n'y a pas 3 comptes CIR. Les comptes, il y a un seul compte CIR qui est reversé à la fonction publique la dernière en date. J'ai répondu à la question? Oui, tout à fait. Oui, ok, très bien. Alors, lorsqu'il y a des périodes ou des choses qui, notamment, ont des périodes en situation de handicap qui n'ont pas été validées, pour X raisons. Bien souvent, quand on rentrait dans la fonction publique à 20 ou 30 ans, même plus, on avait plus tendance à cacher son handicap qu'à le mettre en valeur quelque part, parce que c'était comme ça, etc. Heureusement, maintenant, les mentalités ont changé et maintenant, eh bien, il est bien et on recrute pour des personnes en situation de handicap, donc on n'est pas encore arrivé au fameux 6%, mais on y arrive doucement. Et donc, les personnes peuvent faire valoir leurs droits et donner les justificatifs.
Mais pour les anciens fonctionnaires ou autres qui n'auraient pas fait valider ces périodes-là, il existe une commission chargée de valider rétroactivement ces périodes à ce niveau-là. Comment on fait? Alors, je crois que je le précise là. Hop, voilà. Il y a un décret avec la loi et donc, si l'agent public ne peut pas fournir les justificatifs de son handicap, parce qu'à l'époque, il n'a pas donné, parce qu'il n'a plus les documents, peu importe, il peut demander que sa situation soit examinée par une commission qui appartient à la CNAV, c'est-à-dire la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Mais on va passer par sa caisse de retraite de base. Donc, si on est fonctionnaire de l'État, on passera par le service des retraites de l'État à Nantes, via peut-être le gestionnaire retraite ou autre. Si on est de la fonction publique territoriale, on passera par la CNRACL, hospitalière également, ou si on est dans le privé, on passera par la caisse de sécurité sociale et cette demande sera étudiée tout d'abord dans la caisse de base et ensuite, il y aura donc une fameuse étude de recevabilité et ensuite, le retour, l'envoi se fera, hop là voilà, l'envoi se fera à cette fameuse commission qui appartient à la CEPAM, avec des conditions justifiées d'une invalidité d'au moins 50%. La période demandée n'excède pas 30% de la durée d'assurance cotisée requise. Alors, qu'est-ce que c'est la durée d'assurance? Eh bien, ce sont les trimestres travaillés et cotisés, c'est-à-dire avec les cotisations vieillesse requises. Si jamais un agent, il a 10 ans, un trou de 10 ans alors qu'il était déjà RQTH ou reconnu comme tel, eh bien, à ce moment-là, dans la mesure où il a travaillé, il faudra qu'il demande, peut-être sur 40 ans de carrière, il faudra qu'il demande cette période-là en joignant les justificatifs et en demandant le fait, en précisant qu'il a bien travaillé pendant cette période et les justificatifs maximum, documents médicaux ou autres, pour justifier qu'il était déjà en position de handicap pendant cette période-là pour rétroactivement faire valider cette période. Si l'étude de recevabilité au sein du régime de base est validée et favorable, il sera envoyé à la CNAV qui devra répondre dans les 2 mois. La commission, cette commission-là, rendra un avis motivé qu'elle notifiera en retour au service de retraite de l'État ou à la CNRACL ou à la CARSAT. Si l'avis est favorable, il y aura une espèce de validation rétroactive qui se fera et donc l'agent pourra rajouter toute cette période-là sur son compte individuel retraite. Ce sera fait donc directement. Cette période sera validée. Toutefois, il y a la notification de la MDPH. Maintenant, il n'y a pas le pourcentage. Oui, c'est toute la difficulté. Mais il faut avoir les justificatifs qui peuvent correspondre à cette équivalence. Donc, la liste n'est pas exhaustive. Hein. Il peut y avoir des tas, plus peut-être des certificats médicaux ou autres de l'époque, etc. Si vous avez quelqu'un qui est malvoyant depuis pratiquement la jeunesse ou sa naissance, eh bien, il ne sera pas compliqué d'obtenir et d'avoir un minimum d'au moins 50% s'il n'a pas fait valider cette période-là. Donc, c'est vraiment au cas par cas, en fait. Hein. Mais plus ils joindront de documents médicaux, des certificats et tout ce qui est possible de faire valider, mieux ce sera. Mais je comprends, c'est un peu flou. Ça marche. Donc, voici la commission, ça c'est bon. Voilà pour je dirais, l'introduction, pour savoir un petit peu poser les bases. Maintenant, un petit lexique par rapport au droit à retraite, un petit lexique qui va vous permettre de mieux comprendre des termes qu'on utilise parfois dans les dossiers retraite. Tout d'abord, l'âge légal, c'est la date d'ouverture des droits, donc DOD ou AOD. Vous le verrez comme ça souvent, même sur le site Info Retraite. DOD, c'est la date d'ouverture des droits, AOD, c'est l'âge légal des droits. C'est la même chose. En fait, c'est l'âge légal où il est possible de percevoir sa pension au jour d'aujourd'hui. Ensuite, un autre terme, vous avez la durée cotisée ou la liquidation de la pension. Là, c'est la durée des services et bonifications liquidables, c'est-à-dire ce qui va être payé. Ce sont tous les services retenus dans le calcul de la pension. Attention, le temps partiel compte pour la durée réelle travaillée, sauf si c'est un temps partiel thérapeutique ou un temps partiel de droit qui compte notamment pour
certaines personnes et le temps partiel de droit, notamment pour les mamans qui ont eu un enfant depuis le 1er janvier 2004 jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Après, c'est uniquement dans ce cas-là. Le temps partiel de droit peut être octroyé aux agents en situation de handicap, mais ne sera pas pris forcément en compte à 100% dans leur carrière. C'est uniquement pour les mamans ou les papas qui se sont arrêtés au moins 2 mois pour les enfants, à partir de 2004 jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Ensuite, vous avez la durée d'assurance. La durée d'assurance, elle, c'est le total de tous les trimestres validés, tout régime de retraite confondu, à hauteur de maximum 4 trimestres par an. Pourquoi je dis ça? Parce que ça paraît évident. Il faut savoir que, par exemple, dans le privé, on valide des trimestres en fonction de l'argent gagné, du salaire perçu. Par exemple, les saisonniers ne travaillent pas toute l'année, ils sont en saison. Donc, s'ils travaillent 3-4 mois et qu'ils gagnent suffisamment leur vie, on peut leur valider 2, 3 ou 4 trimestres alors qu'ils ont travaillé peut-être que 4, 5, 6 mois. En revanche, dans la fonction publique, quand on travaille 3 mois, on nous valide un trimestre. Ce n'est pas en fonction du salaire perçu, c'est en fonction de la durée réelle travaillée. Donc, la durée d'assurance, selon les régimes de retraite, sera validée plus ou moins la même période pleine ou pas. Mais dans tous les cas, on ne pourra pas dépasser 4 trimestres par an. Imaginons que vous ayez un agent qui a travaillé 6 mois, 3 mois par exemple dans le privé, et qui rentre au 1er juin ou 1er juillet dans la fonction publique. La fonction publique lui validera 2 ou 3 trimestres. Et peut-être que le régime général lui validera 2 ou 3 trimestres aussi, parce qu'il avait bien gagné sa vie. On va écrêter le nombre de trimestres dans le régime général pour ne pas dépasser les 4 trimestres. Il n'y a pas de mouton à 5 pattes, hein. On restera à 4 trimestres. Voilà. Mais dans tous les cas, chaque année, il y aura 4 trimestres, 4 trimestres, 4 trimestres. Cette durée d'assurance servira à calculer la décote ou la surcote. Et bonne nouvelle, en durée d'assurance, le temps partiel compte pour 100%. Ce qui fait qu'au niveau du montant de la ou des pensions, vous allez avoir plusieurs niveaux. Vous allez avoir le niveau 1 de calcul, c'est-à-dire basé sur la durée réelle travaillée, c'est-à-dire la liquidation de la pension, les espèces. Et ensuite, cette somme-là, on va la voir plus tard, hein, cette somme-là va être calculée par rapport à l'ensemble de tous les trimestres. Et au niveau de tous les trimestres, le temps partiel comptant à 100%, on va retrouver des droits potentiels pour savoir si on va avoir de la décote, c'est-à-dire si on va nous ponctionner la pension de retraite ou si on va la surcoter, c'est-à-dire l'élever par rapport à un certain pourcentage. Donc, en fait, il y a 2 niveaux de calcul, un peu comme dans un jeu vidéo. Niveau 1, c'est le calcul de base de chaque régime de retraite. Niveau 2, on va s'intéresser à l'ensemble de la carrière que l'agent a effectuée, privé, public ou uniquement public, peu importe. La durée d'assurance cotisée, on l'a vu, c'est la durée réellement travaillée avec les bulletins de salaire. Elle a un impact, elle, au niveau de l'étude des carrières longues, ou en tout cas essentiellement. Autre lexique, la catégorie professionnelle. Donc, il y a les actifs ou les actifs plus et les sédentaires. Les sédentaires, c'est la grande majorité. Ce sont les personnels techniques, administratifs et autres. En revanche, les catégories actives ou actifs plus présentes sont répertoriées comme telles dans chaque ministère ou chaque fonction publique par rapport à des textes qui les identifient comme présentant des risques particuliers ou des fatigues exceptionnelles. Par exemple, dans la fonction publique hospitalière, les aides-soignants, je pense, sont des catégories actives. Également, les policiers sont des actifs plus, les surveillants pénitentiaires également. Ces catégories-là ont un impact sur l'âge légal de départ à la retraite. C'est-à-dire qu'en principe, ils peuvent partir plus tôt à la retraite au niveau de leur âge légal que les catégories dites sédentaires, même si elles sont très actives également, il n'y a pas de problème. Mais ce sont vraiment dans la fonction publique, il y a cette particularité de catégoriser comme ça des agents qui présentent un risque ou une fatigue exceptionnelle en actif ou actif plus, donc c'est-à-dire qu'ils partent encore plus tôt, ou sédentaires, où là, c'est le même âge légal que dans le privé. Ensuite, les bonifications, ça, vous savez ce que c'est, hein.
ce sont des périodes fictives qui ne sont pas cotisées, qui sont accordées en supplément du calcul des trimestres dits travaillés et qui vont compter aussi dans le montant de la pension et dans la durée d'assurance pour le deuxième montant, enfin le montant définitif de la pension. Donc, par exemple, vous, à La Réunion, notamment, il y a les bonifications pour services effectués outre-mer, évidemment, à raison de 1/3 par année travaillée. Donc, si vous travaillez 3 ans outre-mer, vous avez 1 an de bonification en plus des 3 ans travaillés. Mais il y a aussi d'autres bonifications. Il y a des bonifications pour les enfants nés avant le 1er janvier 2004 avec certaines conditions. Il y a aussi des campagnes militaires qui peuvent être assimilées à des bonifications. Il y a différentes bonifications qui vont se rajouter. Mais pour vous, les principales, c'est surtout les bonifications pour le service en Europe géographique. Il y a également des majorations de trimestres qui, elles, attention, ne vont compter que en durée d'assurance, c'est-à-dire au deuxième calcul peuvent se rajouter. On retrouve ces majorations de trimestres pour les enfants nés après 2004, mais également dans le privé, il y a des majorations de trimestres également, dans certains cas pour la CARSAT. Question, est-ce que élever un enfant porteur d'handicap, et aujourd'hui il est majeur, est-ce que ça rentre dans la bonification? Alors, il peut y avoir. Alors, oui. Alors, si l'enfant est né avant 2004, il y aura la bonification pour enfant, 1 an pour chaque enfant qui compte en liquidation en durée d'assurance, déjà. Et ensuite, il y a des majorations de trimestres pour les enfants en situation de handicap à hauteur de 80%. C'est un trimestre tous les 30 mois d'éducation s'ils ont été en hospitalisation de jour et à domicile la majeure partie du temps. Si jamais l'enfant, malheureusement, a dû être placé, les périodes où il est à domicile seront étudiées au prorata de la durée lorsque l'agent l'a à charge. Donc là, c'est des cas à la marge quand même, hein. Mais le droit existe, effectivement, il y a de la majoration de trimestre pour ces enfants-là. C'est bon? Oui. Merci. Alors après, nous avons la fameuse notion de taux plein. Qu'est-ce que c'est le taux plein? Eh bien, c'est le nombre de trimestres en durée d'assurance qui est nécessaire pour obtenir une pension sans décote. C'est-à-dire, je suis né telle année, j'ai besoin de tant de trimestres en durée d'assurance pour qu'on ne décote pas ma pension, tout simplement. Donc, on verra dans les tableaux où je suis né à telle année, j'ai besoin de tant de trimestres, etc. Ça, c'est pour un départ en retraite normal. On verra tout à l'heure que dans certains cas, notamment les agents en situation de handicap, il n'y a pas de décote, même s'ils n'ont pas le nombre de trimestres requis. C'est des prérogatives particulières. La limite d'âge, eh bien, c'est l'autre côté de l'âge légal. C'est l'âge auquel le fonctionnaire doit normalement cesser son activité. Par exemple, actuellement, même suite à la réforme des retraites, la limite d'âge pour les sédentaires, c'est 67 ans. En revanche, la limite d'âge pour les catégories actives ou actives plus, eh bien, elles sont restées fixées à 62 ans et à 59 ans. Donc, vous avez des tableaux. Année de naissance, bon, avec la réforme de 2023, l'année 61 a été un petit peu coupée en deux. Mais en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'âge légal de départ à la retraite, par exemple, pour quelqu'un qui est né en 65, eh bien, pour un sédentaire, c'est 63 ans et 3 mois et il lui faudra 172 trimestres en durée d'assurance. N'oubliez pas que ça inclut aussi les bonifications en durée d'assurance. D'accord? Voilà. Donc, selon les années, et après 68, c'est l'âge légal, c'est 64 ans et les 172 trimestres de durée d'assurance. Si on est né avant, c'est moins. Alors, je ne l'ai pas mis, là, le tableau précédent, mais si jamais on est né en 1960, il fallait 167 trimestres, etc., etc. Mais bon, là, maintenant, l'âge avançant, les gens qui sont nés en 57, 58, 59, ils sont quasiment tous partis. Pour l'année 60, il y en a peut-être encore, mais c'est un petit peu moins. Vous pouvez très bien sur Google retrouver les tableaux des âges sans problème. J'ai été obligée de faire plutôt synthétique, vu la durée. Alors, est-ce que c'est bon pour la base de régime de retraite? Ça a l'air. Parfait. Tu ne les as pas encore perdus. C'est bon. La retraite progressive.
Alors, la retraite progressive, c'est quoi? Eh bien, c'est quelque chose qui existait dans le privé, qui a été introduit grâce à la réforme des retraites du 10 août 2023, parce qu'elle n'avait pas que des inconvénients, loin de là. Et donc, elle a introduit des nouveaux articles qui permettent aux fonctionnaires de bénéficier de la retraite progressive. Alors, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est je suis à temps partiel et à partir d'un certain moment, je peux demander à être en retraite progressive ou alors je me mets à temps partiel. Je demande en parallèle ma retraite progressive, c'est-à-dire que je travaille à temps partiel et à côté de ça, je vais commencer à bénéficier d'un petit bout de ma retraite auquel j'ai droit au moment de ma demande. Donc, ça permet de se mettre à temps partiel ou de rester à temps partiel et de cumuler une partie de la pension avec son revenu d'activité. Les règles applicables au niveau des employeurs sont les mêmes pour le décompte de temps partiel et l'établissement du durée et de droit à pension. Attention, dans la mesure où un agent est temps partiel de droit, ce qui concerne les agents en situation de handicap, ce temps partiel ne peut pas être refusé. Donc, du coup, la retraite progressive peut être un bon début, un bon préalable à une future retraite pour un agent en situation de handicap. Il peut très bien cumuler les deux. Ce qui fait que s'il ne veut pas partir tout de suite, mais qu'il veut réduire ou alors qu'il est déjà en réduction de temps, eh bien, à un certain moment, il pourra demander sa retraite progressive. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai barré quelque chose. Actuellement, elle est accessible au plus tôt 2 ans avant l'âge légal de la génération. Sauf qu'on attend un décret qui va concerner tous les salariés, fonctionnaires privés publics, où, a priori, à partir du 1er septembre 2025, ce serait dès l'âge de 60 ans. Point. C'est-à-dire dès 60 ans, peu importe l'âge légal, 63, 64, peu importe, dès l'âge de 60 ans, on pourrait bénéficier de la retraite progressive. Le décret a été proposé au début du mois de mai et pour l'instant, il n'est pas sorti. Dès qu'il sort, n'hésitez pas, vous pourrez l'appliquer. Normalement, il devrait passer puisque j'ai cru voir dans les actualités ou autres, dans Légifrance, j'ai cru voir que ça allait se faire. Donc, ce serait dès le 1er septembre 2025, un agent qui est à temps partiel, de droit ou sur demande, pourrait bénéficier de la retraite progressive dès 60 ans. Mais c'est dès 60 ans jusqu'à sa limite d'âge. Il n'est pas obligé de partir à 62, 64, 65. Il peut aller même jusqu'à 70 ans. Donc, on peut très bien, ou à 60 ans ou plus tard, demander sa retraite progressive. Quelqu'un qui a 63 ou 64 ans peut très bien demander sa retraite progressive jusqu'à la retraite définitive. Ce n'est pas forcément bing, je ne l'ai pas demandé là, je ne peux plus. Non, c'est à partir de jusqu'à la limite d'âge. Il y a quand même des conditions. Il faut au moins avoir 150 trimestres de durée d'assurance, tout régime confondu. Rappelez-vous, la durée d'assurance, c'est l'ensemble des trimestres validés par tous les régimes. Donc, 150 trimestres, ça fait 37 ans et demi de travail. C'est un minimum. Mais bon, normalement, on est bon. La quotité de temps partiel sera comprise entre 50 et 90% potentiellement. On bénéficie du paiement en retour de la retraite progressive tant que l'on reste à temps partiel et que l'on ne demande pas sa retraite définitive. Attention, c'est one shot. On ne peut pas faire un petit peu de retraite progressive, on revient à temps plein et on redemande sa retraite progressive. Ça, c'est plus possible. C'est une fois, je demande ma retraite progressive et le jour où je pars, je demande ma retraite définitive. Petite précision, qu'est-ce que je voulais vous dire que je n'ai pas mis là? Oui, alors comment ça se passe? Eh bien, on sera où on demande à temps partiel, on fait sa demande à temps partiel, ou alors on y est déjà, et on va faire une demande sur le site du service des retraites de l'État ou sur la CNRACL, la demande de retraite progressive, en joignant l'arrêté de temps partiel. L'étude va se faire, on fait ça dans les 6 mois avant sa demande normale, et à ce moment-là, eh bien, on va, je crois que je l'ai marqué là, non, je n'ai pas marqué, alors attendez, parce que j'ai tellement synthétisé mon support que voilà. Voilà, une pension provisoire sera liquidée sur les bases de droits de l'agent qu'il a acquis au moment de sa demande. Donc, même s'il n'a pas tous ses trimestres, eh bien, ce sera calculable. Mais comme il va continuer à travailler, donc à cotiser, il va continuer à parfaire le nombre de trimestres requis.
il risque d'y avoir une décote, par contre, attention. Il n'a pas imaginons qu'il lui faut 172 trimestres et qu'il n'en a que 168, il aura une décote sur le petit montant de la retraite progressive qu'il percevra. Mais cette décote, elle va s'arrêter petit à petit puisqu'il va continuer à cotiser ses trimestres. Au niveau du montant de la pension, c'est par référence à la quotité non travaillée et non pas à la quotité rémunérée que la pension provisoire va être payée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous savez qu'un agent qui est à 80%, par exemple, en temps partiel, il n'est pas payé 80%, il est payé 85,7%. Et par contre, la pension de retraite progressive, elle sera de 20%, puisque c'est la quotité non travaillée. Par contre, quelqu'un qui est à mi-temps, là, il n'y a pas de prérogative. C'est la moitié du salaire et donc la moitié du montant de la retraite qui est prévu. Il n'y a pas de plus. Mais 80 et 90%, c'est pareil, 90%, c'est 91,3 du salaire et non pas 90. Donc, il y a un petit bénéfice au niveau du 80 et du 90%. Fin de la retraite progressive, on demande la retraite définitive, c'est-à-dire la retraite complète, à effectuer. Et à ce moment-là, un nouveau calcul sera fait pour le paiement de la pension complète, c'est-à-dire avec les nouveaux trimestres qui se seront rajoutés au fil du temps. Donc, ça permet d'arrêter de travailler un petit peu moins. Si on est déjà à temps partiel, dès 60 ans bientôt, il suffit de demander sa retraite progressive. Au niveau de son employeur, il n'y a aucun impact puisqu'on est déjà à temps partiel. La seule condition, c'est d'avoir au moins les fameux 150 trimestres. Est-ce que c'est bon pour la retraite progressive? Avez-vous des questions? Je ne crois pas. Ok, bon, j'espère que c'est bon signe. Oui, oui. Enfin, allez. Oui. Alors, il y aura l'enregistrement au pire. Oui, voilà. Alors, deuxième possibilité, l'invalidité du fonctionnaire. Attention de ne pas confondre une pension de retraite octroyée au titre de l'invalidité avec une retraite anticipée au titre du handicap. La retraite de pension pour invalidité est pas optionnelle, c'est lié à l'état de santé, il n'y a pas de choix, c'est pas je pars là ou je pars comme ça. L'invalidité, elle a des conditions spécifiques au jour d'aujourd'hui, pas de conditions ni d'âge ni de durée de service. L'invalidité doit avoir été contractée ou aggravée pendant une période d'acquisition de droit à pension, c'est-à-dire pendant l'activité professionnelle de fonctionnaire. Si jamais on est en dispo pour raison de santé, cette aggravation pendant cette période qui est une zone blanche, la dispo compte pour 0, à ce moment-là, on ne prendra pas en compte l'aggravation. Faire attention à ça. Il faut aussi être dans une déposition statutaire suivante. Congé maladie ordinaire, congé longue maladie, congé longue durée. CITIS, donc c'est congé d'invalidité temporaire imputable au service. Là, c'est tout ce qui est lié aux accidents ou maladies pro. Être en temps partiel thérapeutique ou en dispo pour raison de santé, qui est une condition aussi qui permet de partir au titre de l'invalidité. Si on est en activité normale, on ne partira pas pour l'invalidité. Et surtout, la condition complète, c'est être inapte totalement et définitivement à ses fonctions, à toute fonction, y compris après étude d'un poste aménagé ou d'un reclassement professionnel. On ne peut pas dire comme ça du jour au lendemain, je pars pour invalidité. Pourquoi? Bien parce que cette pension, dans la mesure où il n'y a pas de condition ni d'âge ni de durée de service, ça implique qu'il n'y a pas de décote, ça implique qu'on peut partir dès 45 ans en invalidité jusqu'à sa mort et on peut vivre peut-être centenaire. Donc, ce qui est important, c'est vraiment l'inaptitude totale et définitive et vraiment ouvrir tous les chakras pour être sûr que l'agent ne peut pas être reclassé dans un autre service, une autre administration ou une autre fonction publique. C'est vraiment ouvrir le champ des possibles vers un reclassement professionnel absolument très large. Et là, la pension d'invalidité pourrait être octroyée. Donc, dès que l'agent en fera la demande, le dossier sera traité non pas directement avec la CNRACL, ou sera traité en collaboration avec le service RH. On ne fait pas de demande directe pour partir au titre de l'invalidité auprès du SRE ou de la CNRACL. Il faut passer par le service RH pour pouvoir constituer le dossier de pension de retraite plus la partie médicale, c'est-à-dire les expertises, le passage en conseil médical plénière, etc.
Donc, il y a l'avis du conseil médical en restreint sur l'inaptitude et ensuite, pour l'invalidité proprement dite, en conseil médical en formation plénière. Ce qui sous-entend déjà une étude faite par ou un gestionnaire RH ou par un gestionnaire retraite, selon l'administration dans laquelle vous êtes. Ensuite, ce dossier constitué sera envoyé pour avis auprès du service de retraite de l'État pour la fonction publique d'État ou de la CNRACL pour la fonction publique territoriale ou hospitalière. Et en retour de l'avis favorable, la concession de cette pension de retraite pour invalidité sera effective. Un arrêté sera pris et la pension de retraite d'invalidité sera mise en paiement. Cette pension de retraite pour invalidité est possible avec une autre activité professionnelle. Le cumul est autorisé à n'importe quel niveau. Attention, normalement, on a été inapte à toute fonction au sein de la fonction publique. On peut très bien, je ne sais pas moi, être inapte dans un métier de la fonction publique et peut-être pouvoir travailler, je ne sais pas, dans une association ou en tant que fleuriste ou vendre ses légumes ou faire son rhum ou je ne sais pas quoi. Mais dans tous les cas, c'est cumulable. C'est pour ça que la pension d'invalidité, elle est accordée vraiment quand toutes les conditions d'inaptitude sont vraiment remplies. Parce que certains pourraient être tentés de partir en disant c'est pas grave. Non, il faut vraiment que l'étude soit sérieuse et que l'inaptitude soit certaine et avérée. Il y a une question là-dessus. Oui. On est parfois faire une demande. Et s'il ne fait pas cette demande, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas entendu. Est-ce que l'agent doit faire automatiquement une demande et s'il ne la fait pas, qu'est-ce qui se passe? Alors, une demande de retraite pour invalidité, c'est une demande par rapport avec un agent qui aura été conseillé suite, peut-être s'il arrive en fin de congé longue maladie ou en fin de congé longue durée, que visiblement il ne pourra pas reprendre et qu'on a étudié tous les champs des possibles pour une possible reprise, à ce moment-là, on peut le conseiller de faire une demande de retraite pour invalidité. Mais effectivement, il y a parfois des agents qui ne veulent pas. Si vraiment l'inaptitude est certaine et absolue, on peut faire ce qu'on appelle une retraite pour invalidité d'office, c'est-à-dire que c'est l'administration qui prendra la décision à sa place de le radier des cadres pour invalidité. Mais c'est vraiment en dernier recours. Le but, c'est quand même de faire entendre raison à l'agent en disant que au sein de l'administration, malgré tout ce qu'on a essayé, il ne peut pas reprendre dans un emploi de fonctionnaire. Et à ce moment-là, eh bien, lui dire que il y a une vie après, qu'il peut peut-être faire autre chose et une activité qui lui sera possible au sein dans un autre domaine. Ça marche. OK. Alors, en supplément de la pension d'invalidité et uniquement à ce titre-là, il y a ce qu'on appelle la tierce personne de la fonctionnaire, c'est-à-dire une prestation financière qui va se rajouter potentiellement à tout titulaire d'une pension d'invalidité qui ne peut plus accomplir seul les actes de la vie ordinaire ou si son état mental ou psychique nécessite l'assistance constante d'un tiers. Donc, c'est une prestation financière. Donc, le fonctionnaire ou le tuteur vont en faire la demande, soit au moment de la retraite pour invalidité ou à tout moment, une fois en retraite. Comment ça se passe? Il fera la demande auprès de l'administration. À ce moment-là, un médecin agréé complétera un questionnaire médical, vous avez la référence du CERPA, ainsi qu'en parallèle, une assistante sociale fera une enquête administrative. Le but, c'est que tout soit raccord par rapport aux différentes questions qui sont composées dans ce questionnaire. Elle sera, si ça passera, donc ce dossier sera envoyé au SRE ou à la CNRACL. À l'expiration des 5 ans, un nouvel examen sera effectué et si au bout des 5 ans, l'avis est maintenu, cette majoration sera accordée à titre définitif. Si jamais elle est supprimée au bout des 5 ans parce que l'état de la jambe s'est amélioré ou au moment de la première demande, on estime que c'est encore trop tôt parce que l'état de santé ne le nécessite pas, l'agent peut à tout moment faire une nouvelle demande si nécessaire. Pourquoi les entités SRE, CNRACL y vont doucement? Eh bien, parce que cette somme qui n'est pas imposable se rajoute au montant de la pension et comme vous pouvez le voir,
c'est 1 365 € brut mensuels par mois, donc pendant 5 ans minimum, voire à vie, non imposable, et aucun contrôle ne vient en vérifier la bonne utilisation. Donc, inutile de vous dire que forcément, lorsque c'est donné, c'est que l'agent en a vraiment besoin, c'est-à-dire qu'il est totalement dépendant, qu'il ne peut pas, par exemple, le questionnaire, c'est est-ce qu'il peut s'habiller partiellement, totalement, pas du tout, est-ce qu'il peut manger tout seul, est-ce qu'il peut aller aux toilettes tout seul, est-ce qu'il peut se laver tout seul, partiellement, totalement. Donc, vraiment, le questionnaire est très détaillé. Et ensuite, il y a une page blanche où on va détailler un petit peu le mode de vie et le fonctionnement de cet agent. S'il a la tierce personne, elle lui sera attribuée pour 5 ans, voire jusqu'à son décès, puisque c'est personnel. S'il ne l'a pas, au bout de quelques temps, il peut en refaire la demande, peut-être parce qu'il remplira toutes ces conditions. Je tiens à préciser que dans les agents, les personnes qui sont hospitalisées peuvent en bénéficier également. Même s'ils sont hospitalisés, eh bien, la tierce personne viendra compléter les frais occasionnés par cette hospitalisation. Voilà. Placé en institut aussi. Voilà pour la tierce personne qui se rajoute uniquement à la pension d'invalidité. Aucune autre pension de retraite ne peut prendre en compte la fameuse tierce personne de la fonction publique. Parlons un petit peu des contractuels. Le contractuel n'est pas un fonctionnaire et on l'a vu tout à l'heure, le régime de retraite, c'est la CARSAT. Si jamais le service employeur voit que son contractuel n'est plus apte à travailler, il va se rapprocher de la CPAM, l'agent va être licencié et va bénéficier non pas d'une pension de retraite, mais d'une pension d'invalidité provisoire et temporaire. C'est complètement différent de la fonction publique pour le moment. Cette invalidité, qu'elle soit d'origine professionnelle ou non, eh bien, lui sera versé jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite ou qu'il apprenne notre métier, puisque régulièrement, la CPAM le convoquera devant le médecin conseil pour voir s'il est apte ou pas à une reconversion professionnelle potentielle. Lorsque l'agent atteindra l'âge de la retraite, l'invalidité deviendra une pension de retraite vieillesse, ce qui n'est pas le cas dans la fonction publique où là, c'est accordé ad vitam aeternam. Au niveau de la procédure du contractuel, l'agent devenu définitivement inapte suite à un accident ou une maladie pourra être licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Cette inaptitude sera prononcée par le médecin de prévention et le conseil médical sera saisi, notamment si le licenciement suit un congé de grave maladie. Attention, ce licenciement n'est légal que si l'administration, notamment pour les agents en CDI, ont fait une étude de possibilité de reclassement et de recherche de reclassement. Je vous ai mis l'arrêt du Conseil d'État. Ce n'est pas parce que c'est un contractuel qu'on va s'en débarrasser comme ça. Il faut quand même un minimum d'études de reclassement, notamment pour les contractuels de longue durée et les CDI. Pour les petits contrats, malheureusement, ça s'arrêtera bien plus tôt. À la fin du contrat, en fait. Donc là, je vous ai mis pour information, je ne vais pas détailler puisque c'est la CPAM qui va faire l'étude du dossier. Ça ne vous appartient plus. Vous avez les conditions pour bénéficier d'une pension d'invalidité temporaire pour que le contractuel en bénéficie auprès de la CPAM. Donc, il y a une rémunération moyenne, il y a un classement en catégorie 1, 2, 3. Donc, la catégorie 1, voilà, je vous ai fait le tableau. Par contre, voilà. La CPAM va catégoriser l'agent 1, 2, 3 et va verser un montant par rapport à un calcul et un pourcentage. Je vous laisse le découvrir puisque là, c'est vraiment l'information pour le contractuel. C'est applicable par la CPAM. Voilà pour les contractuels. C'est assez court, mais ce sont des agents qui ne nous appartiennent pas. Donc, à nous de les aider, de les donner un minimum d'informations, mais ensuite, il lui appartiendra de se diriger vers la CPAM. Pour maintenant, on va aborder la retraite au titre de travailleur en situation de handicap. Donc, il peut bénéficier de ce dispositif particulier. C'est une retraite de pension normale avec des conditions particulières pour les agents en situation de handicap.
Donc, il faut avoir un taux d'incapacité permanent d'au moins 50%, être reconnu ou être reconnu TH au sens du Code du travail avant le 31/12/2015, avec des conditions de durée d'assurance en fonction d'un certain tableau que je vais vous mettre, que je vous ai mis normalement, ou pas. Je pensais que vous l'aviez mis. Non, il n'y a pas de tableau là. Ah, bon, mais autant pour moi, je te l'enverrai, Sophie, et tu pourras le rajouter. Je suis désolée, je pensais l'avoir mis, mais il y a dû avoir un bug. Donc, c'est un tableau qui permet, en fait, ce tableau-là permet, c'est un tableau qui se lit par rapport à l'âge et par rapport à la possibilité de partir plus tôt avec un certain nombre de trimestres avec la durée au titre du handicap. Donc, il faut avoir, tout simplement, si on est né, par exemple, en 66 et qu'on veut partir à partir de 55, 56, 57 ans, il faut avoir un certain nombre de trimestres cotisés avec le handicap en question. Donc, c'est une durée minimale. Je suis désolée vraiment parce que je pensais vraiment l'avoir mis. Absolument désolée. Je te le rajouterai, je te l'enverrai. Je peux le regarder si tu avais mis sur la version précédente? Peut-être, ouais, mais il me semblait. Je vais vérifier. Ok, merci. Alors, le fonctionnaire, dans ces cas-là, si la retraite au titre de TH lui est accordée, il aura droit à un minimum garanti, c'est-à-dire que s'il a une petite carrière dans la fonction publique, sa pension, si elle est en dessous d'un certain seuil, sera élevée à hauteur d'un minimum, on pourrait dire le minimum vieillesse. Il n'y a pas de décote pour la retraite au titre de travailleur handicapé, ce qui fait que soit on part avant l'âge légal, comme je vous disais tout à l'heure, soit on peut partir même à 66, 67 ans, même en limite d'âge, mais on n'aura pas de décote et en plus, on aura une surcote potentielle et une majoration de trimestres de durée d'assurance. Et c'est là tout l'intérêt de partir au titre de la retraite au titre de TH si on en remplit les conditions, parce que même si on veut rester très très longtemps parce qu'on est bien, parce qu'on a un poste qui convient et qui n'est pas trop fatigant pour l'agent, il aura quand même la majoration de pension par rapport à ces fameux trimestres au titre du handicap. Donc, il y aura une majoration au tiers. Donc, je vous épargne le petit calcul. Je vous donne simplement l'exemple de majoration de pension. Par exemple, c'est l'exemple de Bernard, qui a été reconnu atteint d'un handicap de 50% au cours de sa carrière. Il a 102 trimestres, donc 25 ans et 6 mois de service retenu pour la constitution du droit à pension. C'est-à-dire, il a fait 25 ans et 6 mois avec 7 incapacités et au total, il a 30 ans de carrière, tout régime confondu. On va calculer sa majoration. Donc, 102 divisé par 120 multiplié par un tiers et on arrive à 0,28, soit plus 28%. Imaginons que le montant de sa pension fonction publique soit égal à 1 000 € par mois. On va lui majorer 1 000 multiplié par 0,28, il aura 1 280 € mensuels en plus, parce qu'il est parti au titre en tant que travailleur handicapé, et ça se rajoute. D'où l'intérêt d'avoir ces fameux trimestres validés au titre du handicap et de les faire valoir dans son compte annuel retraite et potentiellement de partir à ce titre-là si on ouvre le droit. Parce que c'est une pension de retraite normale. L'agent peut partir quand il veut, même au-delà, même jusqu'à sa limite d'âge, mais il aura cette majoration qui lui est personnelle, auquel il aura droit. Si jamais, imaginons, Bernard décède et qu'il soit marié, son conjoint, son épouse, sa pension de reversion sera calculée sur les 1 000 € et non pas sur la pension majorée. La majoration lui sera enlevée parce qu'elle est personnelle à Bernard. J'ai retrouvé le tableau, si jamais je peux je peux le projeter, juste le temps qu'il le voit. Ben oui, volontiers. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas été mis. Il y a eu un bug. Est-ce que ça vient? Oui. Je vous laisse le découvrir. Donc, ça part de 55 ans à 59-70 ans. Et en fonction de l'âge de naissance, on a le nombre de trimestres cotisés. C'est bien ça? Voilà, ça se lit comme un tableau de Pythagore. Moi je ne l'ai pas à l'écran, hein, mais oui. Ça se lit comme un Pythagore. Donc, c'est le nombre de trimestres requis, plus les autres conditions, pour pouvoir partir au titre selon l'âge, 55, 58, etc. Il y a le nombre de trimestres cotisés avec ce handicap. Si on remplit cette condition plus les autres,
eh bien, c'est bon, on peut partir au titre de travailleur handicapé. D'où l'importance de faire valider ces fameuses périodes, même rétroactivement, si ça n'est pas le cas. On vous le rajoutera dans le support, hein, c'était pour que Ouais, ouais. vous le voyez. C'est ça. Et c'est vrai que j'ai pas fait attention qu'il n'avait pas été mis. J'étais sur plusieurs fronts en ce moment. Un peu difficile. Alors, la retraite au titre de Attends, TH. t'as une question? On peut? Oui, oui, oui. Supposons qu'un agent a une situation de santé qui lui a valu une IRPTH à un moment donné, mais qu'il n'a pas fait le renouvellement, mais que sa situation de santé était toujours là, et à un moment donné, il doit refaire un dossier, un renouvellement, du coup, parce qu'il y a eu une période où il ne s'est pas déclaré au niveau de la MDPH. Est-ce qu'il y a moyen de récupérer cette période? Ben oui, il peut faire valider. Alors, si c'est pas trop vieux, il peut récupérer cette période et la faire valider avec tous les justificatifs. Si son état de santé n'a pas évolué depuis avant qu'il était RQTH, oui, il y a moyen de rattraper tout ça, mais il faut le faire, effectivement. Le mot d'ordre à vos agents que vous avez votre périmètre d'action, c'est surtout faites valider vos périodes. N'hésitez pas, ne soyez pas négligents à ce titre-là, parce que derrière, vous avez des droits. Et dans ce cas-là, c'est une démarche auprès de la MDPH? Ben oui. Ok, merci. Absolument. Alors, pour le contractuel, ça existe aussi, hein, la retraite au titre du TH pour le contractuel dans le privé. Donc, l'instruction de la demande sera fera par la CPAM. Le tableau, c'est le même. Régime d'affiliation, donc différents dispositifs possibles sous condition. S'il est atteint d'une incapacité permanente au moins égale à 50%, il peut partir en retraite anticipée dès 55 ans, comme pour le fonctionnaire. Si par contre, il a au moins 10%, il peut partir à partir de 60 ans. Là, c'est un petit peu différent. S'il est inapte au travail, il peut partir pour inaptitude dès 62 ans. Ce sont des conditions qui se sont rajoutées pour le privé, mais le contractuel peut en bénéficier. Voilà pour la retraite au titre du handicap. Maintenant, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans un dossier de pension, qu'on soit valide ou pas, qu'est-ce qu'on met dans un dossier de pension pour un fonctionnaire. Eh bien, tout d'abord, alors tout se fait par ordre chronologique, mais en gros, on va mettre tous les services travaillés en tant que fonctionnaire stagiaire, titulaire, toute administration confondue. Et donc là, je reviens, la dernière administration d'accueil récupérera la carrière des autres administrations ou autres fonctions publiques précédentes. On va mettre également les services auxiliaires ou de contractuels qu'on peut-être fait valider. Ce sont des périodes qui ont été rachetées du régime général pour les plus anciens. Ce dispositif n'existe plus depuis 2013, mais dans des vieux dossiers, vous pouvez retrouver ces fameux services auxiliaires qui ont été rachetés ou validés. On va mettre également les services militaires non rémunérés dans une pension, que ce soit le simple service national ou peut-être des quelques mois ou années d'engagement qui ne sont pas payés, rémunérés par une pension militaire. On va mettre également le temps partiel, surcotisé. Et également, éventuellement, si l'agent a prolongé son activité au-delà des 67 ans, eh bien, cette prolongation comptera dans les services effectifs. Et on va mettre également les services dits non travaillés, c'est-à-dire toutes les bonifications pour enfants, services hors d'Europe, etc. Les congés maladie, tous les congés maladie comptent dans la retraite normale, hein, bien entendu. Les congés de formation, d'accompagnement de fin de vie. Pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2004, les périodes d'interruption jusqu'aux 3 ans, le congé parental, de présence parentale et de réduction d'activité, tout cela va compter. Et donc, tout ce temps, toutes ces périodes vont s'ajouter et se transformer en trimestres qui permettront de compter dans la fonction publique, dans la pension fonction publique. La formule applicable, on arrive à un certain temps. Après, il y a 2 exemples. Hein. On arrive au bout et on a la formule magique. Cette formule est calculée en fonction de la durée requise, de la durée travaillée dans la fonction publique, multipliée par 75%, multipliée par le traitement brut indiciaire détenu depuis les 6 derniers mois. Attention, la pension n'est pas calculée sur les 6 derniers mois, elle est calculée sur la carrière fonction publique par l'indice détenu depuis 6 mois. Souvent, on fait l'erreur de dire c'est les 6 derniers mois. Pas du tout. Hein. C'est la carrière. Petit exemple parlant, on a Roger
et Christophe. Tous les deux sont nés en 1964. Donc, il leur faut 171 trimestres de durée d'assurance. Premièrement, Roger, il part à la retraite avec 158 trimestres de durée de service en fonction publique. Son indice nouveau majoré est de 422. 158 divisé par 171 multiplié par 75%, Roger aura 69,29% de son traitement brut indiciaire. Donc, on va faire le calcul. 422 par 4,92 €, qui est la valeur du point d'indice brut actuel, ça lui fera 1438,62 € brut par mois. Le maximum de la pension, s'il n'y a pas de bonification pour Roger, c'est 75%. Il est à 69. Ça, ce sera le montant brut de sa pension, premier niveau, je dirais. Maintenant, on va voir le calcul de Christophe. Christophe, lui, il a 149 trimestres de durée de service, mais comme il travaille à La Réunion, il a des bonifications pour les services effectués outre-mer. Il a 18 ans de service outre-mer, que l'on divise par 3, eh bien, ça fait 6 ans, c'est-à-dire 24 trimestres. On rajoute 159 plus 24, toujours divisé par 171 et multiplié par 75%, et là, il arrive à 80,26% de son traitement brut indiciaire, que l'on transforme. Alors, on arrête à 80, on écrète à 80% lorsqu'il y a des bonifs, donc il a le plein, donc 80% par 422 par 4,92, il aura 1660,99 € brut de pension fonction publique à La Réunion. D'accord? Je ne parle pas de l'ITR, ça c'est en plus, ça se rajoutera potentiellement si, en fonction de son année de départ. Là, je reste sur quelque chose de très basique. L'ITR, c'est l'indemnité temporaire de je ne sais plus quoi. Là, c'est ce qui est acté pour les fonctionnaires à la retraite à La Réunion jusqu'en 2027, si je ne me trompe pas. Mais ça, vous êtes plus informés que moi à ce niveau-là. Voilà pour le montant de calcul. Ça, c'est le calcul niveau 1. Si ensuite, Roger et Christophe ont travaillé dans le privé, à ce moment-là, on regardera en durée d'assurance et on regardera ultérieurement si la pension est décotée ou pas. Mais là, ils ont le taux plein, ils n'ont pas de décote. Ils peuvent avoir aussi de la surcote potentiellement selon l'âge de départ. Là, je suis partie à l'âge légal, mais s'ils continuent, en fait, la surcote, qu'est-ce que c'est? J'en ai pas trop parlé là parce que faute de temps, mais la surcote, c'est lorsqu'on va cotiser des trimestres supplémentaires au-delà de l'âge légal. Et la décote, c'est quand à l'âge légal, on a moins de trimestres que les trimestres requis en durée d'assurance. Mais 1 heure, ça fait court pour expliquer. Alors, maintenant, les outils. Oui, attends, une petite question, si tu permets. Oui, vas-y. Oui, bonjour. J'ai une question sur le temps outre-mer. Il n'y a pas de limite? C'est autant d'années. Alors, il n'y a pas de limite, on écrète à 80. 80% du traitement brut indiciaire. D'accord, ok, merci. La limite, c'est 80% du traitement brut indiciaire avec les bonifications. Pour aller au-delà, ce seront les trimestres dits de surcote qui seront pris en compte. Merci. De rien. Alors maintenant, après le calcul de base, donc oui, je précise, la pension peut faire l'objet d'une décote. À ce moment-là, le montant de base est rabaissé ou d'une surcote à hauteur de, voilà, je l'avais quand même précisé, hauteur de 1,25% par trimestre encore ou au-delà en supplément. Seules les retraites normales peuvent être soumises à décote. Veillez à ce que l'agent en situation de handicap fasse valoir ses droits à ce titre-là pour l'éviter parce qu'eux n'auront pas de décote. Pas de décote pour la validité. Pas de décote pour les retraites au titre du handicap. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut leur mettre. Donc, je vous ai fait un tableau pour un aperçu rapide. Alors, en légende, c'est DA, c'est la durée d'assurance. Hein. Voilà, je vous ai fait ce petit tableau pour vraiment que vous puissiez vous situer par rapport à tout ce que je vous ai dit. Donc, au niveau des modalités, là, vous avez retraite classique, un agent lambda qui part à la retraite. Ensuite, vous avez la retraite pour invalidité, la retraite au titre du handicap et la retraite progressive. D'accord? Au niveau de la décote, en retraite classique, possible si la durée d'assurance n'est pas acquise. C'est normal. Pour l'invalidité, pas de décote. Pour le handicap, non plus. Pour la retraite progressive, oui, tant qu'on est en retraite progressive, puisqu'on a le calcul de la pension, c'est fait à l'instant T, que l'on peut ensuite effacer et gommer au fil du temps. Au niveau de la surcote,
À compter de l'âge légal, oui, on peut surcoter dès un trimestre entier au-delà de l'âge légal si on a le taux plein, le nombre requis. Pour invalidité aussi, les agents d'invalidité peuvent aussi partir au-delà de l'âge légal, avoir le nombre de trimestres requis et avoir de la surcote. C'est possible. Imaginez, vous avez un adjoint administratif qui malheureusement contracte un cancer à partir de l'âge de 62-63 ans. Il va partir en congé longue durée jusqu'à sa limite d'âge à 67 ans. S'il a le nombre de trimestres requis, il partira en retraite pour invalidité, il aura de la surcote parce qu'il est au-delà de l'âge légal. Et le congé maladie est inclus dans son activité professionnelle. Retraite du handicap aussi, il peut y avoir de la surcote. Et la retraite progressive aussi, si on part au-delà. Tierce personne, alors personne n'en bénéficie, sauf si on part pour invalidité, c'est ce qu'on a vu. La pension majorée, c'est-à-dire des majorations de trimestres d'assurance, pas pour la pension normale, pas pour la pension d'invalidité, oui au titre du handicap uniquement et pas pour la retraite progressive. La retraite additionnelle, oui à compter de l'âge légal, pour l'invalidité aussi, pour la retraite au titre du handicap aussi, et à la demande de retraite définitive également, puisque ce sera au-delà de l'âge légal. Donc, la retraite additionnelle ou même les complémentaires IRCANTEC, ARCO-AGIRC, c'est à partir de l'âge légal, quel que soit le motif de départ à la retraite. J'espère que ce tableau vous sera utile et lisible, notamment pour les différentes modalités. Et pour terminer, eh bien, vous, en tant que référent handicap, comment vous pouvez contacter, informer vos agents pour mieux leur faire, pour anticiper tout le reste. Tout d'abord, moi, je pense que l'information, elle peut se faire en 2 temps. Vous pouvez avoir des informations générales et collectives, diffusion de ce support que je vous cède gracieusement, ou alors faire des fiches infos thématiques. Par exemple, aujourd'hui, la retraite au titre de TH, la retraite progressive, etc. Vous pouvez faire des extractions très courtes, petite diffusion, fiche info, à l'affichage ou par mail ou autre. Et ensuite, il y a les fameux rendez-vous individuels où là, c'est au cas par cas. Et vous avez vu que c'est souvent comme ça. Et dans ce dernier cas, il faudrait peut-être faire une lettre type ou un mail en demandant à l'agent de se préparer, de faire l'extraction de son relevé carrière. Sur Info Retraite, il y va. Relevé de carrière complet, les docs liés à sa RQTH, son état civil, son nombre d'enfants, etc. pour que vous puissiez avoir au moment du rendez-vous un maximum d'informations qui vont vous permettre de faire un petit peu, d'avoir le profil de l'agent et de le renseigner au mieux. Et ensuite, eh bien, vous pouvez préparer à votre niveau, au moment du rendez-vous, un questionnaire type, plus ce support éventuellement qui peut vous servir par les tableaux, et donc voir un peu son profil. Et les questions à poser à l'agent, eh bien, quelle est sa situation familiale? Est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'elle a des enfants? Est-ce qu'il a un enfant handicapé ou pas, etc. Quel est son statut? Est-ce qu'il est fonctionnaire titulaire? Est-ce qu'il est contractuel? Quelle est sa carrière? Est-ce qu'il a fait du privé, du public? Est-ce qu'il a une carrière militaire? Quel est son grade? Est-ce qu'il est actif, sédentaire? Toutes ces questions qui vont vous permettre vraiment de poser est-ce qu'il est mono ou polypensionné? Quelle est sa situation actuelle? Est-ce qu'il travaille? Est-ce qu'il est à temps partiel? Est-ce qu'il est en maladie? Et aussi, quel est son projet? Est-ce qu'il veut continuer? Est-ce qu'il veut arrêter? Quelle est sa demande exacte? Partant de là, ça va vous permettre d'apprendre à conseiller l'agent et en même temps de l'impliquer dans sa décision. Parce que vous avez parfois, combien de fois j'ai eu des agents qui arrivent, qu'est-ce que vous faites à ma place? Mais moi, je ne suis pas à votre place. On ne se met jamais à la place de l'agent. On va poser les différentes possibilités par rapport à sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et l'agent pourra, en toute connaissance de cause, donc avoir une espèce de palette de choix pour sa situation. On peut aussi inclure l'assistance sociale, voire le médecin du travail selon la situation. Mais dans tous les cas, le but, c'est qu'il ait une connaissance maximum de ses droits et possibilités. Après, ce sera à lui de décider une fois qu'il sera bien renseigné. Donc, pour moi, c'est vraiment le but ultime à votre niveau, c'est vraiment de faire propre et d'éclairer son chemin. Voilà, c'est fini. J'espère que ce support vous a été utile. Si vous avez des questions, j'ai encore quelques minutes à vous consacrer. Je crois qu'il y en a une. Allons-y.
Gladys? Non? Ah, des questions complémentaires? Peut-être sur les enfants. Le calcul que vous avez présenté, à la limite, on peut le reproduire. Le problème, c'est quand il va y avoir des enfants, où là, on va être un peu, est-ce que c'est une majoration, est-ce que c'est une bonification, et comment on l'applique en plus, quoi. Effectivement. Alors, normalement, il y a en principe un gestionnaire retraite dans vos structures ou administrations où vous avez un référent. Là, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup détaillé si c'est de la bonif, de la majo ou autre. Grosso modo, un enfant né avant 2004, privé-public, mais pour lequel un parent a arrêté minimum 2 mois, donc minimum le congé maternité, minimum 2 mois son activité pour cet enfant-là, a bien interrompre son activité, il y aura 1 an de bonification pour tous les enfants nés avant le 1er janvier 2004. Après le 1er janvier 2004, il n'y a plus de bonification, ce seront des majorations de durée d'assurance si, à hauteur de 2 trimestres par enfant si l'enfant est né alors que l'agent était fonctionnaire. Sinon, tout ce qui est temps partiel ou congé parental sera valable à 100% dans la carrière de l'agent, mais il n'y aura plus de bonification. Pour les enfants nés avant 2004, il n'y avait pas de congé parental. Je veux dire, le congé parental existait, mais c'était 0, alors que pour les enfants nés à partir de 2004, la période est pleinement valable. Grosso modo, c'est ça, c'est le avant-après 2004. Mais si vraiment il y a besoin, je peux éventuellement vous envoyer un petit briefing sur les bonifiés enfants ou les enfants. Sinon, vous allez sur servicepublic.fr, bonification pour enfants dans la fonction publique. Normalement, ils expliquent le avant-après 1er janvier 2004. Cette date, c'est la date d'effet de la réforme de 2003. C'est pour ça, c'est le avant-après. Ça veut dire que s'il n'y a pas eu de congé parental, pour quelqu'un qui aurait un enfant qui serait né après 2004, il aurait 2 trimestres. Oui, si l'enfant. On compte le congé parental. Oui, il y a des trimestres supplémentaires. S'il n'a pas pris de congé parental ni de temps partiel, ben, il n'y a rien. C'est juste si l'enfant est né pendant alors que l'agent était titulaire, il aura juste 2 trimestres de durée d'assurance en plus, c'est tout. Mais s'il y a eu du temps partiel ou du congé parental, la période est prise à plein temps, comme si l'agent avait travaillé, même s'il n'a pas été payé. Alors moi j'ai juste une question, une question ou une remarque, est-ce que tu conseilles de faire le calcul avec l'agent ou... Non. Non, vous devez être le renseignement de premier niveau. Si ça va au-delà, c'est-à-dire si on va vers une demande, déjà au titre du handicap, on ne peut pas faire le calcul dans la mesure où c'est un calcul que le SRE ou la CNRACL ont le calculateur à leur niveau. Pardon. Donc, je pense que vous devez être des gestionnaires de conseil de premier niveau. S'il y a une demande d'invalidité, ça doit être transmis au gestionnaire retraite. S'il y a une demande de TH, ça doit être transmis au gestionnaire retraite, où là, le process va partir plus loin. On peut toujours faire une demande 6 mois avant la date prévue et éventuellement dire ben non, finalement, je ne prends pas. Il y a possibilité de. C'est pas parce qu'on fait une demande qu'on aura forcément ou qu'on ira forcément. Mais surtout pour les TH. Mais on ne peut pas faire des calculs autres. Vous n'avez plus les outils. Il n'y a pas les outils à ce titre-là pour des retraites spécifiques. Si c'est une retraite normale et que l'agent a l'âge légal, il y a les simulateurs sur l'ENSA ou sur Info Retraite qui donnent une idée de la retraite dite normale. Déjà, pour les fonctionnaires qui ont un certain âge, ils peuvent très bien avoir une idée de leur retraite normale qui sera potentiellement supérieure s'ils partent au titre du handicap et qu'il y a les majorations de durée d'assurance qui se rajoutent. Mais un agent relativement jeune, non, il faut basculer vers les services de retraite SRE ou CNRACL. Donc la posture du référent handicap, elle reste bien Premier niveau, voilà. Source d'information, orientateur. Et voilà. Mais il faut toujours redonner la main à l'agent pour qu'il décide. Oui,
et puis après, on peut le guider. Hein, je veux dire, l'assistant social ou le référent handicap peut très bien, avec lui, aller sur l'ANSAP et puis, ou alors faire une interrogation auprès du SRE par le biais comment dire, de l'adresse mail. Il peut toujours l'accompagner. Ça, au contraire, ça renforcera sa connaissance. Mais c'est à ces organismes-là d'aller plus loin. Ça marche. Une question. Allez. J'ai une première question sur la durée moyenne d'une demande de retraite pour invalidité. Alors, très bonne question. Alors, normalement, on fait une demande de retraite, quelle qu'elle soit, 6 mois avant la date prévue. Malheureusement, parfois, on arrive en fin de CLM ou de CLD et puis, oh, tiens, il faudrait que l'agent parte en invalidité parce qu'il ne pourra jamais reprendre. Quand je dis que le maître mot, c'est anticiper, normalement, un gestionnaire RH est censé, quand on arrive en fin de congé longue maladie ou en fin de congé longue durée notamment, on est déjà à 3 ans, 2 ans et demi ou 4 ans et demi, déjà se dire que l'agent, il y a peu de chances qu'il reprenne et donc peut-être commencer à anticiper, à parler de la retraite pour invalidité. Plus on anticipe, mieux c'est. Après, si malheureusement on arrive à l'instant T, eh bien, l'agent, comment dire, il fera sa demande à l'issue de son droit, et puis la pension sera traitée le plus rapidement possible, dans les meilleurs délais, mais ce sera forcément en date dépassée. Ça, forcément. Dans ces cas-là, on maintiendra le demi-traitement à l'agent pour le temps de la procédure et d'instruction du dossier d'invalidité s'il y a lieu. D'accord. Et toujours anticiper. Pardon, je vous en prie, je vous en prie. Toujours anticiper. Toujours Oui. anticiper. Toujours anticiper. Et je voulais revenir, la question a été posée sur qui doit faire le dossier. Donc là, si j'ai bien compris, hein, ça doit être de manière concertée entre l'agent et le service RH. Mais si on a un agent qui ne veut pas, est-ce que on peut on peut déposer, c'est comme pour euh, la question de l'inaptitude, l'employeur peut déposer le dossier ou c'est Oui. toujours avec l'accord de l'agent? Non, il peut y avoir une mise à la retraite d'office pour invalidité parce que, alors là, c'est à la fin de tous les droits et vraiment, quand on a étudié toutes les possibilités que l'agent bloque, je pense que quand un agent est bien informé de ses droits potentiels, c'est rare quand il bloque. Mais bon, admettons, il bloque. Dans ces cas-là, c'est l'administration qui prendra le relais pour faire une radiation des cas d'office pour invalidité en prouvant sa bonne foi, en prouvant que vraiment tout a été étudié à ce titre-là. Ok. Et j'ai une Voilà. autre question pour les contractuels. Oui. C'est vrai que nous, à La Réunion, on travaille peu, mea culpa pour moi, hein, mais je suis la directrice territoriale du FIPHFP. Mais c'est vrai qu'on travaille peu avec la sécurité sociale. Et par exemple, je vois dans le privé, la GFIP a toute une convention avec la sécurité sociale pour la prise en charge en fait des salariés sur les questions de reconversion et de reclassement, puisqu'il y a une cellule au sein de la sécurité sociale qui est dédiée à cela. Je voulais savoir si vous aviez connaissance dans d'autres régions de France de partenariats qui étaient établis sur la prise en charge des contractuels qui, pour qui, Alors, voilà. honnêtement, pas forcément, mais je pense que le service attenant au médecin conseil de la CEPAM, le secrétariat ou autre, peut éventuellement donner un interlocuteur à ce titre-là. Le médecin conseil et son équipe de la CEPAM. Parce que là, ce que vous avez dit, c'est que même pour les contractuels, la proposition de reclassement, de reconversion professionnelle appartenait à l'employeur public. Oui, Mais oui. est-ce qu'il y a un travail aussi qui est fait s'il y a un travail qui est fait par la CGSS, est-ce que cela est considéré ou pas? Ou je n'arrive pas trop à voir à quel moment du coup ils interviennent par rapport à l'action même de l'employeur public. En fait, l'employeur public, quand il a, notamment souvent c'est des CDI, hein, quand il a son contractuel en CDI, la CEPAM ne s'en occupe pas plus que ça, en fait, à part les congés maladie. Mais bon,
imaginons qu'il est en bout du bout, qu'il est en congé gras maladie, dans la mesure où la CEPAM, l'employeur fait subordination puisqu'il paye le congé grave maladie pour un CDI, mais la CEPAM le paye. Donc, elle est quand même informée quelque part puisqu'elle rembourse l'administration du montant des prestations. Donc, je pense que là, il doit y avoir un interlocuteur quelque part. Si on montre bien, l'administration montre qu'elle ne peut pas reclasser l'agent et que le médecin de prévention donne son inaptitude totale et que ça passe en conseil médical, à ce moment-là, il va falloir contacter je pense, le médecin conseil de la CEPAM pour le fameux classement et aller vers un licenciement avec un classement dans une des 3 catégories professionnelles d'invalidité liées au régime général. Donc à ce moment-là, il doit y avoir une espèce de cohésion et de travail, de collaboration. De cogérance, quoi. Voilà, absolument. Mais tant que le congé gras maladie est rémunéré, bon, il n'y a rien. Mais c'est au moment où on se rend compte que on va vers un licenciement, c'est là qu'il faut absolument travailler en collaboration. Et autre question, c'est, et on le sait sur la question de l'inaptitude, on a quand même un souci avec les médecins agréés, où on a vraiment tout un travail qui a été réalisé par les RH pour montrer que la personne n'est plus capable d'occuper ses fonctions dans l'administration ou la collectivité ou l'hôpital. Oui. Le médecin du travail ou de prévention donne un avis aussi. Et quand on renvoie vers le médecin agréé, ben, le médecin agréé casse en fait tout l'ensemble du dossier. Qui est vraiment, hein, c'est quelque chose qui est récurrent chez nous. Je voulais savoir aussi si c'était quelque chose qu'on retrouvait au niveau national ou si il y avait un travail à faire avec les ARS sur ce sujet-là, quoi. Ouais, je n'ai pas compris ce que fait le médecin agréé quand il reçoit les renseignements. Je n'ai pas compris. Bah, en fait, il casse et dit que la personne, l'agent, il est apte. Il est apte. Ah. Alors qu'il a une liste déjà de restrictions par le médecin du travail qui est. Est-ce qu'il y a eu une procédure de PPR qui a été lancée pour Alors, l'agent? ça peut être le cas ou pas le cas. Bon, nous, la PPR, elle se met difficilement en place sur notre territoire. Il y a quelques collectivités qui commencent à les faire. Ouais. À l'État, je n'en connais pas et à l'hôpital non plus. Si ça commence au CHU, pardon. Parce qu'au niveau de l'État, ça fait 3 ans maintenant que la PPR existe. Hein, le décret, il est applicable pour tout le monde. Hein. Oui, non, mais c'est vrai que bon, on va pas rentrer sur le sujet de la PPR parce que c'est pas aussi simple que on voudrait les mettre en place. Et puis c'est vrai que la PPR, il faut que l'inaptitude soit déclarée. Et nous, notre sujet, c'est avec les médecins agréés qui, en fait, ne donnent un avis contraire, en fait. Et c'est réellement, pour notre territoire, c'est réellement un souci. Je voulais savoir si c'était un problème partagé. Alors non, au niveau national, en métropole, ils auraient plutôt tendance à donner l'inaptitude alors qu'elle n'est pas complète. Ce serait plutôt le contraire. Donc là, je ne sais pas quoi vous dire. Sinon, il faut peut-être mettre ça agréé. Oui, écoutez, c'est surprenant. Donc, ça veut dire aussi que peut-être on devrait faire un travail avec les ARS qui recensent et agréent les médecins agréés pour que ils aient une culture aussi de l'inaptitude et peut-être qu'ils n'ont pas, quoi. Je ne parle même pas de la validité, quoi. Ouais. Après, accessoirement, il y a le fameux. Après, accessoirement, il y a le fameux questionnaire médical qui pose les bonnes questions. Vous pouvez joindre éventuellement la fiche de poste de l'agent parce qu'en fonction du poste, l'inaptitude, elle peut être difficile à donner si on voit un agent qui a un poste aménagé, etc., alors que peut-être un autre n'aura pas. Enfin, il faut quand même faire l'étude du poste aménagé, du reclassement, etc., pour que le médecin, on puisse lui prouver que visiblement, dans l'administration en général, il ne peut plus travailler à ce titre-là
et peut-être le briefer, c'est le médecin agréé, sur les possibilités qu'après, il aura de travailler peut-être ailleurs, mais qu'au sein de l'administration, il ne peut plus y rester. Voilà. Mais ça dépend de la lettre de mission, ça dépend de ce que vous expliquez, c'est à géométrie Alors, je vous variable. assure que les dossiers sont Béton. sont béton et, Ouais. et avec Ouais. un appui du médecin du travail qui est parfois aussi qui est vraiment Ouais. très appréciable et puis qui est nécessaire. Et donc, voilà, on arrive à des décisions qui sont quand même assez Ouais, c'est étonnant. surprenantes et c'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile sur notre territoire. Alors que Ouais. les demandes d'inaptitude sont peu pratiquées et quand elles le sont, ben, souvent, il n'y a pas de suite favorable donnée par le médecin agréé. Ouais, je comprends. Bah là, je ne sais pas quoi vous dire. Non, 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 mais c'était juste pour partager un constat et aussi avec. D'accord. Voilà, Ok. je vais passer. Je Bien. donne le micro à Il une. va falloir que j'arrête là parce que Oui, une Donc, dernière parce que je crois qu'elle commence sa formation après. je commence ma formation dans 2 minutes officiellement, donc je suis un peu ric-rac là. Question? J'entends pas? Non? Est-ce que Allô? tu entends là? Ah, Alors, peut-être que là, non, le j'ai micro rien est entendu. le micro est peut-être en là. Non, là, ça doit passer encore. Alors, ce n'est pas forcément une question, mais je reviens sur ce que Laure disait. Donc, moi, j'ai échangé avec quelques médecins experts agréés sur des inaptitudes. Ils sont d'accord que l'agent ne peut plus travailler, sauf qu'ils font du social. Puisque l'agent, ils se disent, bah, je vais me retrouver sans rien, sans salaire, sans rien. Donc, c'est aussi que l'agent est mal informé de ses droits et les médecins aussi. Donc, du coup, Voilà. avec un médecin, on a essayé de rattraper le coup, mais c'est compliqué. D'où la notion de anticiper, informer. C'est primordial. Primordial. Même les médecins, il faut leur expliquer le code des pensions, si c'est un fonctionnaire, prévoit une pension, etc., qui est accordée à vie. L'agent peut avoir néanmoins une autre activité sans problème de cumul. Et de toute façon, il sera élevé à hauteur d'un minimum garanti qui sera équivalent potentiellement au demi-traitement. Tout cela, c'est pour rassurer, pour ne pas dire qu'il va se retrouver sans rien. Donc, il faut, c'est toujours pareil, informer, anticiper, ça détricote complètement les nœuds qu'il peut y avoir éventuellement. On va te libérer, peut-être? Oui, Hein? parce que là, je crois que j'ai mon Je groupe crois qui qu'on peut applaudir. Hein. Merci. Merci à vous. Merci pour vos beaucoup, questions. Sylvie, de t'être J'espère mis à notre vous avoir été disposition. utile. À Très bientôt, utile, je peut-être crois. en direct alors. Eh ben, au plaisir. À ton prochain Merci. séjour. Merci, Au au revoir, Sylvie. revoir. Au revoir. Alors, où est-ce qu'elle est ma souris? Ouais. Voilà. Hop. Donc, du coup, je coupe l'enregistrement. Voilà. Enregistrement arrêté. Et